Alors bonsoir, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler effectivement d'architecture, mais aussi de photographie. Honneur aux dames, Stéphanie Bru, vous êtes la présidente du jury de la DRA 5. Bienvenue ce soir. Vous nous direz un peu comment vous avez vécu cette aventure de présidente du jury. Vous êtes accompagnée, j'espère que je prononce juste, Luo Taiyu. C'est juste? Voilà. Qui est architecte et qui est aussi un membre du jury, un jury international ce soir. Philippe Venetz, que vous connaissez tous, qui est notre architecte cantonal, qui lui co-préside la DRA 5 avec son homologue du canton de Vaud. Et le dernier, Philippe Franière, qui est l'œil photographique de cette DRA 5, qui interviendra en partie finale pour pour nous expliquer un peu le regard qu'il a porté sur les objets d'architecture. Moi, je vous propose, pour tous ceux qui savent ce que c'est la DRA 5, mais ceux qui auraient encore quelques doutes sur cette distinction romande d'architecture, de nous expliquer un petit peu comment, je me tourne vers vous Philippe Venetz, quelle est l'importance pour les cantons de décerner un tel prix. On l'a vu, c'est la 5e édition, et qu'est-ce qu'il amène comme plus-value au monde de l'architecture? Alors, c'est une distinction romande d'architecture maintenant, c'était une distinction vaudoise d'architecture à l'origine. Et puis, elle est portée par les différents architectes cantonaux romans qui sont réunis dans une association qui s'appelle la CRAC, ça ne s'invente pas, la Conférence romande des architectes cantonaux. Et puis, c'est en fait à tour de rôle qu'on doit organiser cette distinction romande. Le but, il est assez simple, c'est faire la promotion de l'architecture, en parler. Nous, cette année, pour cette 5e édition, avec mon homologue vaudois, c'est l'architecture sur la place publique qui nous intéressait, puisqu'on sait que la commande, quand elle est institutionnelle et publique, elle fonctionne toujours très bien parce qu'il y a des concours, on peut garantir la qualité, etc. Alors que pour tout ce qui est du privé ou des plus petits objets ou le logement, on échappe complètement sur... Alors, on n'a pas tout à fait les mêmes problématiques qu'au canton de Vaud, mais généralement, chez nous, on échappe complètement à cette partie-là. Et puis, on n'est pas franchement exemplaire en Valais là-dessus, donc c'est un super vecteur pour pouvoir en parler. Et c'est pour ça qu'on est assez content d'avoir pu co-organiser, parce que c'était une OPA vaudoise, parce que c'était notre tour, puis en fait, on a trouvé bien de faire à deux. Ça prouve en fait qu'on peut même faire des choses avec les Vaudois aussi, donc c'était pas mal. Alors, il y a un concours, mais il y a aussi le résultat, c'est qu'il y a une publication avec un partenaire hors parterre et aussi une exposition. Donc, on en parlera tout au long de cette table ronde. Je ne sais pas si on peut parler de table ronde, vu qu'on est tous alignés couverts. Mais l'idée, c'est de voir que ça va au-delà, finalement, du concours et des maîtres d'œuvre et des architectes, parce que c'est souvent ce binôme-là aussi qui est mis en avant dans l'aventure de la DRA 5. C'est important pour vous. C'est juste, donc on a eu 316 ou 316 314. 314 On m'a dit 314. projets qui ont été présentés. On en a 17 qui ont été sélectionnés par le jury, donc on en parlera tout à l'heure, et 6 qui ont été primés parmi ces 17. Euh, Ce qui est super intéressant dans cette édition, c'est qu'on n'a pas voulu la faire comme d'habitude. Vous le verrez dans l'expo qui aura lieu, on le répétera après, mais le 15 novembre, elle a été vernie à Lausanne la semaine passée. Et on fera le vernissage ici au mois de novembre, le 15 novembre, ici aux Arsenaux. Ça donnera aussi l'occasion d'en reparler. Et puis on a pu s'associer à une prestigieuse revue que la plupart d'entre vous, architectes qui êtes là dans cette salle, recevaient régulièrement. Donc le hors parterre. Et puis on n'a pas voulu la faire comme d'habitude, puisque on a mandaté 2 architectes, un vaudois, enfin une vaudoise et un valaisan, pour nous faire des photos parce qu'on voulait. Les photos d'architectes, c'est toujours les mêmes. Vous avez la cage d'escalier, le couloir, la super façade avec les trucs corrigés. C'est fantastique, mais c'est pas ça l'architecture. C'est quelque chose qu'on doit pouvoir vivre. Et puis, c'était pour nous super important de leur donner une carte blanche, puis les laisser aller voir ces 17 objets, puis de nous dire comment eux, ils les percevaient. Donc, c'était vraiment super intéressant pour nous, cette démarche-là. Donc Philippe va nous en parler tout à l'heure pour voir un peu comment sa démarche a été entreprise. Mais au préalable, je vous propose déjà de se pencher sur ce jury. Euh, Encore une question pour vous, Philippe, mais après, c'est promis, c'est à C'est votre vrai. tour. C'est comment on fait un choix de jury et pourquoi avoir été cherché à l'international? Alors, comment on fait un choix? Il faut avoir un bon carnet d'adresses. Il faut chercher des gens
à l'international, pourquoi? C'est comme quand on fait un concours en Valais, on ne prend jamais des architectes valaisans pour faire le concours, parce qu'on veut que les valaisans puissent participer. Donc là, c'est la même chose, c'est qu'on va chercher des gens qui n'ont pas forcément produit chez nous, et puis surtout qui ont un regard extérieur. Là, on a des gens qui viennent de Belgique, de France, des Grisons, l'architecte cantonal du Bâle Campagne. Enfin, c'était un amalgame. Alors, on ne pouvait pas savoir que ça allait super bien se passer. Ça, oui, elle en parlera mieux que moi tout à l'heure, puisque quand Stéphanie a accepté de prendre la présidente, ben, naturellement, on lui a dit, voilà, on a prévu ça, ça joue pas pour toi, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas. Puis après, il faut que ça puisse fonctionner, parce qu'il faut pouvoir analyser ces 316 dossiers, 14 toujours, pardon. Il y en a 3 de plus qui auraient pu postuler, je ferais moins de fautes. Mais bon. Et puis voilà, puis on verra tout à l'heure que ça se passe plutôt bien. Et l'idée, c'est d'avoir des gens qui ont une certaine euh, posture dans l'architecture, qui sont des référents, qui ont des choses puis ce regard externe qui nous permet quand même aussi de voir ce qu'on fait sous un autre œil, parce qu'on a un peu la tête dans le guidon, particulièrement quand on est architecte cantonaux, puis on organise 15 concours ou 20 concours par année. Bon, Canton de Vaud, Madame Moré a dit qu'elle allait en faire 25 sur 5 ans. Je me suis dit, bon, on va aller, on en fait 15 par année, mais bon, tant pis. Mais c'est vrai qu'on a un peu la tête dans le guidon, puis que c'est assez frais de pouvoir voir comment d'autres personnes travaillent, quel est leur regard sur ce qu'on produit en Suisse romande. Alors justement, Stéphanie Bru, comment vous avez vécu ce concours? C'est une grande aventure, on va voir certains de vos déplacements pour voir comment ça s'est passé concrètement. Mais vous, quand on vous a sollicité, comment vous avez pris comment dire, ce choix? J'étais très honorée au départ. Et on est toujours un peu surpris, surtout. En tout cas, merci pour la sollicitation. Pour moi, c'était une belle expérience. Donc oui, au début, c'est assez honorée et assez surprise. N'ayant jamais fait vraiment de jury comme s'est déroulé la DRA5 en tant que président, c'était quel challenge ça allait être. Est-ce qu'il fallait s'imposer, taper du poing, ce qui n'est pas vraiment ma personnalité, donc ça allait être compliqué. Et puis finalement, il y a eu la rencontre avec le jury. Donc ça, c'était une belle surprise pour moi, même si j'en connaissais certains, par exemple Yo, avec qui on a collaboré avant. La plupart, on ne se connaissait pas du tout. Donc Yo, ça a été aussi le hasard qui se retrouve dans la sélection. Mais c'était rassurant. Mais après, c'était ça qui a été assez beau dans la sélection. Il y a des architectes, il y avait Lilith Bollinger, mais après, c'est très divers, comme tu l'as dit, Philippe. Ça vient de partout, avec chacun ses préoccupations, ses intérêts, ses goûts, etc. Donc ça, c'était plutôt très intéressant. Et je pense que c'est ça qui nous a surtout stimulés pour participer en fait à un jury comme celui-là. C'est-à-dire qu'avec Yo, on enseigne. Donc c'est vrai que dans notre métier, finalement, on a peu de temps pour échanger. On défend des projets, mais souvent, on n'a pas vraiment le retour. Ou après, une fois qu'on a fait notre discours, on ferme la porte. Et c'est les autres qui débattent. Dans l'enseignement, on peut échanger, mais là, c'était aussi d'échanger sur un état, cet état-là maintenant des bâtiments. Et surtout, je pense que le contexte de la DRA5, c'est qu'il est après Covid. Et ça, pour nous, ça a été quand même un des enjeux aussi importants dans les débats, dans les critères. Voilà. Yo, vous êtes enseignant, on l'a dit, à l'EPFL. Vous avez l'habitude de juger, enfin de faire un retour sur les travaux que vous présentent les étudiants. Comment s'est passée cette expérience pour vous de collaborer avec un jury, de visiter des objets? Expliquez-nous. Premièrement, je suis aussi très heureux d'être partie de ce groupe et de solliciter pour ça, parce que c'est très clair que la qualité ici, dans les régions, est très haut. Donc, pour cette raison, c'est toujours très agréable de voir de l'architecture de qualité. Et c'est normal de parler de l'architecture, c'est notre profession. Comme architecte, nous sommes toujours en train de discuter des choses
de ne pas évaluer, mais de parler de l'architecture. C'est quelque chose de différent. Donc, c'était un plaisir aussi, parce que l'organisation et la qualité de matériaux, ça fait une très grande plaisir les 5 jours que nous sommes en train de voir la sélection. C'est magnifique et ça commence immédiatement entre les différentes endroits. Nous sommes toujours en train de discuter, de calibrer et de parler des différents thèmes qui sont dans la table dans tous les projets. Moi, je vous propose, pour voir un petit peu dans quelle ambiance vous vous êtes mis, de regarder le petit film. Voilà. Une partie du petit film où on voit l'ambiance course d'école que vous avez vécue. Après ces 2 jours de visite, mon premier sentiment, c'est d'être... On va vous entendre en vrai, Stéphanie, plutôt qu'en vidéo. C'est toujours dérangeant de se voir, c'est ça? On n'aime pas. Ça fait vraiment une ambiance sympathique. On vous voit tout au long du film. D'ailleurs, je vous encourage à aller le voir dans son entièreté parce qu'on se rend bien compte des différents enjeux et ce à quoi vous avez dû être attentif. Justement, vous avez dû mettre en commun des différences que vous avez au niveau de l'architecture. Est-ce que ça a été difficile de prendre cette place de présidente? Est-ce que vous êtes mis rapidement d'accord sur les 17 projets? Parce qu'il y a eu un processus avant. Donc avant qu'on en arrive à la visite, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce qu'il y a eu des débats? En fait, c'est vrai que la première... Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait une totale transparence, ça c'est important de le dire, et que oui, on a jugé les 314 dossiers. Donc, tous les membres du jury ont analysé, regardé les 314 dossiers. Chacun a travaillé dans son coin dans un premier temps, et après, on s'est retrouvés via Zoom sur les 2 premières, je pense, sélections. Donc là, c'était quand même un peu étrange parce que les Zooms, on connaît personne. On voit que des petites photos et on n'ose pas trop dire au départ ce qu'on pense ou ce qu'on ne pense pas, etc. Je pense que c'était un peu perturbant. Mais du coup, de toute façon, la première sélection, elle s'est faite assez rapidement. Et aussi avant, avec Pierre-Alain, avec Philippe et Emmanuel Ventura, il y avait quand même eu un premier travail, même si vous n'étiez pas là, mais sur qu'est-ce qu'on attendait, nous, de la DRA5, nous, membres du jury, sur quoi on allait juger, quels étaient nos critères, même si au début, on ne les a pas trop appliqués. On s'était dit, on avait mis 5 termes qui étaient importants pour nous. Je ne sais pas si je les aurai tous, mais il y avait réutilisation... imagination, bifurcation, atmosphère, atmosphère et identité le dernier, voilà. Ça, c'est pour nous, c'était quand même important. On se les était donnés un peu comme ligne de conduite et on voulait pas forcément se dire il nous manque une école, il nous manque tel programme. Ne pas juger sur un programme et une échelle, mais plutôt de se rattacher à ces termes-là. Donc il y avait préalablement des critères importants qui avaient été donnés ouais. entre nous. Ouais. Et puis à partir de là, vous faites l'entonnoir, il y a les 314 projets qui passent devant vous, qui défilent, vous en retenez 17 non, une vingtaine 25. quand même, 25, ouais. Donc après ça s'est pas fait d'un coup, en plusieurs tours, on est revenu, on a débattu sur certains, puis à un moment on s'est dit, oui, il faut éliminer des gens, c'est aussi un peu la règle. Donc des fois il fallait trancher. Donc après, le choix il se faisait assez rapidement. C'était aussi quand il y avait dès qu'il y avait quelqu'un qui était contre, je pense qu'on débattait. Dès que tout le monde était d'accord, soit on débattait pas, soit on débattait. Mais dès qu'il y avait une position d'un membre du jury qui était pour ou contre, on débattait sur le projet. Ça veut dire que tout le monde essayait de convaincre les autres. Mais voilà. Ça s'est fait comme ça et après il y a eu les visites.
Ilio, justement, quand vous allez visiter, vous dites que c'est important que l'objet parle de lui-même. Expliquez-nous ce que ça veut dire quand on est sur place. L'objet, il parle tout seul, on n'a pas besoin d'explication ni de l'architecte ni du maître d'ouvrage. C'est votre avis? Ça, c'est un point très intéressant et ça, c'est aussi ce que Philippe dit. C'est vraiment nécessaire d'être là. L'architecture, c'est pas pour le papier, c'est pas pour les bonnes photos, bien sûr. La Désolé Philippe. Non, mais non, la communication de ce projet est très intéressante. Ça ne fait pas ça ne veut pas dire que les photos de représenter le projet ne sont pas importants. Non, mais on n'a pas le sens de l'objet quand on n'y va pas. Pour juger, c'est impossible, dans mon opinion, et ça c'est très agréable. Beaucoup de fois dans des jurys, il n'y a pas beaucoup de moyens de voir. Il y a beaucoup de panneaux et tu dois juger les panneaux. Mais voir un projet, le contact avec le client ou l'architecte qui explique le projet et être là fait quelquefois une différente vision ou même une vision plus complète. Parce que ça, c'est l'importance le moyen de vie là, comment le projet réagit dans son contexte. Alors, on vous voit enlever vos chaussures à certains moments parce que vous rentrez dans une habitation, vous allez visiter des endroits qui sont publics. Il y a une grande diversité de projets. Je me tourne vers vous, Philippe Bennetz. Vous avez dit qu'aujourd'hui, on ne parlait plus d'architecture ou peu, selon vous, mais qu'on discutait béton et problématiques en lien. Là, quand il y a 314 projets qui sortent, qui sont mis en avant, c'est plutôt un constat que l'architecture se porte bien et puis qu'elle est sur la place publique, ce qui était le choix de cette édition de la DRA5, où j'ai une vision un peu trop jolie de l'architecture. Disons qu'on a de la chance qu'elle soit romande, cette distinction d'architecture, parce que, enfin, heureusement ou malheureusement, on n'a que 2 projets nominés sur les 17. Ils sont très beaux d'ailleurs, les 2. On a même un qui est primé. Et c'est génial de faire ce constat, puisque c'est tous les 4 ans. Normalement, là, c'était 5 à cause du Covid. Mais ça fait une radiographie à un moment T sur ce qu'on a produit dans les 5 dernières années. Et ce qui est super intéressant pour nous, c'est de voir qu'il y avait beaucoup de projets privés. Ce n'est pas seulement des trucs institutionnels, ce n'est pas que des musées. On le voit aussi dans la variété de ce qui a été choisi par le jury. Nous, on ne savait rien jusqu'à la fin. Donc, on a voulu jouer le jeu. Ça a même fait sourire notre secrétaire général. Il a dit, vous êtes des kamikazes. Parce qu'on a appris ça juste avant qu'on a donné la liste en bas le lendemain. On a pris la veille, quoi, juste pour savoir s'il y avait un truc de malade, parce qu'on était en procès avec quelqu'un, je ne sais pas quoi. C'était la seule chose qu'on voulait voir. Donc, on est intervenu en rien. On avait juste effectivement dit ce qu'on espérait quel était notre moteur à travers cette distinction romande. C'est d'en parler le plus possible, de faire des événements comme ce soir, de faire ce qu'on a fait la semaine passée à Lausanne, de revenir en octobre ici. Après, on va tourner dans les autres cantons de Suisse romande, au Tessin, etc. Et c'est essayer de remettre le débat. À l'époque, on faisait ça, l'art, il fallait démocratiser l'art, mettre l'art dans la place. Aujourd'hui, c'est l'architecture. Le problème de l'architecture, c'est que vous vivez tous, il y en a peu parmi vous qui vivent dans une grotte, donc ils sont tous dans l'architecture. Mais ils n'ont pas le regard que vous souhaitez qu'ils aient. C'est un peu comme tous les enfants qui ont joué au ballon, ils sont tous un peu entraîneurs de foot, hein, mais ça ne marche pas toujours super bien. Ou les parents enseignants. C'est à peu près ça. Donc l'idée, c'est vraiment de faire la promotion de la qualité. C'était ça qui était super important pour nous, parce que ce qui est là dans cette revue, ce qui est dans la brochure, ce qui est sur le site, ce que vous allez voir aux expos, c'est juste qu'ils ont primé la qualité. Puis pour nous, c'est ce qu'on se tue à essayer de dire, c'est que si c'est de la qualité, c'est pas plus cher, c'est mieux vécu, c'est des émotions qui sont différentes, c'est même des objets qui valent plus cher à la revente. Il n'y a que du positif. Alors tout ce qu'on peut faire à travers le concours, parce qu'on l'impose, entre guillemets, c'est assez facile. Et les gens, à la fin, sont assez convaincus du processus parce qu'ils ont bien vu comment ça s'est passé. Dans le privé, il faut aller chercher, il faut trouver le bon client, il faut trouver le bon couple client, maître d'ouvrage, architecte, je veux dire, pardon. Et puis, il faut que ça puisse matcher, il faut qu'il y ait la confiance qui soit donnée au bout d'un moment. C'est pas un exercice simple.
Madame veut ranger les cuillères et les couteaux et fourchettes là. Puis je dis non, mais ça serait quand même. C'est pas facile, hein, ça peut pas. C'est complètement trivial des fois, mais c'est assez délicat. J'ai eu une autre vie où j'ai essayé de faire ça, c'était dur. pas simple. Non, c'était dur. Vous préférez celle-là? On a beaucoup... Non, quand même. On a beaucoup parlé du contexte, de voir comment ça s'était fait, le processus, etc. Moi, j'aimerais qu'on parle des projets maintenant. Il y en a 17. On va en afficher quelques-uns de manière un peu aléatoire, si vous souhaitez vous en arrêter sur l'un ou sur l'autre. Et puis ensuite, on aura la vision du photographe qui a, lui, été sur le terrain, pas dans le minibus avec vous. Il a dû arpenter en plein mois de juin avec la température qui allait avec pour aller photographier ses projets. Il nous parlera de ses problèmes de luminosité et autres. Mais l'idée, c'était de se dire... vous êtes convaincu de ce que vous avez vu, forcément, parce que vous en avez choisi 17, 6 qui ont été primés. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé et qu'est-ce qui a retenu votre attention, Stéphanie? Est-ce qu'il y a eu des coups de cœur? Est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont complètement interpellé? Comment vous avez vécu ces visites? Non, juste pour rebondir, c'est vrai que la qualité, elle est quand même plutôt bonne en Suisse et dans le Valais. Donc, non, c'était vraiment comment on arrivait à être touché. Et aussi, c'était ce qui nous intéressait, quoi, moi notamment, c'était quand même la posture aussi de l'architecte. Et c'est vrai que le fait que le prix, ce soit un prix qui soit maître d'ouvrage, architecte, ça c'est aussi assez beau parce que c'est l'histoire de chaque projet. Et pour moi, ça c'est ça qui est assez fort parce que dans tous les projets là qui sont nommés, c'est vraiment une histoire complètement différente parce qu'il y a le projet architectural, mais il y a toute l'histoire, la prise de risque, la question économique, comment on arrive à sortir ce projet. Et en fait, ça qu'on voit même si c'est du privé, il y a plein de façons pour certains projets de sortir le projet. Il y a c'est c'est des moyens qui sont assez malicieux, intelligents dans ces montages. Les histoires, elles sont plutôt belles. Puis après, il y a plein de choses. Et surtout, finalement, quand même, la question du comment on réutilise le contexte. Ça, dans beaucoup de projets, il y a ça. Et puis, une certaine, je trouve, juste intelligence de changer un peu les standards. Voilà, c'est ce qui m'a touchée dans la plupart des projets et aussi de justement re-questionner un peu ces standards suisses. Lio, quel regard vous posez sur l'architecture romande? Et puis la question qui peut peut-être fâcher, mais est-ce qu'il y a une différence entre l'architecture du canton de Vaud et puis l'architecture du canton du Valais? Pour moi, une bonne architecture est générale. Donc, ça ne fait pas de différence en droit, ne change pas la qualité. La qualité ici, c'est incroyable. C'était difficile de sélectionner. Mais ça, c'est pas un très grand problème de faire ça. Mais pour ajouter à Stéphanie, qui est très important que nous avons sélectionné, ce sont des questions pour demain dans les projets. Et il y a beaucoup de projets très intéressants pour cette raison. Les moyens qu'ils utilisent, les attitudes à des choses existantes, des approches des bâtiments existants. Toute la sélection finale est toujours associée avec des questions qui sont très importantes. Et il y a beaucoup de choses dans tous les projets qui parlent de ça. Et ça, c'est dans les débats très intéressant et finalement, pour tourner pour la question, la qualité est définie par ces questions pour demain et pas pour hier. Et ça, c'est aussi une direction pour la sélection, mais c'est aussi des projets qui sont dans la table. Stéphanie, vous
parler de projets qui posent les bonnes questions. C'est quoi les bonnes questions pour les projets? Non, pour nous, les bonnes questions, c'est quoi, il y a la question de la méthode. Je pense qu'elle est importante. Il y a plusieurs projets qui appliquent une méthode. Et ça, c'est intéressant. Comment on pourrait réutiliser un peu cette méthode, même nous, dans l'approche du projet, dans la façon de faire le projet, etc. Je pense au Lignon, la maison au Duc et aussi Cotens, la petite maison. Après, il y a on pourrait dire l'approche environnementale, écologique, mais ce qu'on aimait bien, c'est aussi les projets où finalement ils enlèvent de la matière. C'est aussi un geste écologique. Sur la question de la compacité, donc cette approche. La question de l'habiter, elle était importante pour nous, comment on habite, parce que habiter, c'est ce qui fait, c'est la matière de nos villes. Donc, et ça, je ne sais pas si c'est typique à la Suisse, mais c'était super intéressant, vu qu'il y a une multitude de façons d'habiter, qu'on n'est pas dans des standards avec, parce qu'on habite un 3 chambres, il faut être à 3 dans le logement, etc. Mais justement, de toutes sortes d'imbrications, de vivre en famille, de vivre sur la maison, l'habitation d'entre-deux, de s'épauler entre deux types de familles. Donc, il y a, sur cette question d'habiter qui n'est pas un standard, c'était super intéressant. Et après, il y avait aussi sur la question de l'enveloppe, la question de la thermique, la question du climat. Il y a des projets qui répondent à ça. Par exemple, le projet de la pierre, où on construit en pierre massive. Juste avant, il y avait la maison, une petite maison, la Filtre House, où c'est une maison qui vit avec le climat. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces questions-là qui nous intéressent. Et aussi, finalement, comme l'a dit Yo, la posture de l'architecte, comment un architecte aujourd'hui doit se positionner. Souvent, par exemple, on était assez épatés sur le Lignon, où les architectes se sont mis en retrait pour porter un projet énorme sur 12 ans. Quoi. Voilà, il y a une attitude qui est assez intéressante aussi là-dessus. Est-ce que la question du financement, du budget, elle est venue sur la table? Parce que vous l'avez évoqué, Philippe Bennett, souvent ça freine les gens en se disant on fait appel à un architecte, à un concours, c'est plus cher. Est-ce que ça a été au cœur de vos débats pour la qualité des objets, le financement et le coût qu'ils ont eu? Je pense tous les projets où il y a qui sont passés par des concours, c'est quand même une prise de risque qui sont réussies du maître d'ouvrage, de dire je prends ce projet, et, par exemple ce projet, l'immeuble de verre d'eau, ses typologies en triangle, sa position, voilà, c'est comme ces escaliers où on sort tous les organes à l'extérieur, c'est une prise de risque. C'est un choix de l'architecte, on n'est pas dans un standard. Et après, ce qui était aussi intéressant, c'est sur plein d'autres projets, c'est les montages économiques. Il y a l'immeuble des maisons villas, où c'est l'architecte qui a financé son projet. Bon, ça arrive souvent, mais ce qui était intéressant, c'était de l'entendre dire que les banques aient refusé de le financer parce que ces plans n'étaient pas standards. Donc voilà, il y a un moment, c'est cette idée du sport de combat. La maison au Duc, c'est aussi la ville, je voudrais pas dire d'erreur, mais qui a contré un projet immobilier et qu'on a fait un projet social. Donc voilà, avec toutes ces valeurs, on arrive aussi à un moment à sortir des projets qui sont beaux, avec des idées qui sont bonnes et pour des usagers qui ont beaucoup de valeur. Il y a encore des projets comme ça. L'immeuble entre deux, je disais, c'est des familles qui se sont épaulées et qui finalement ont occupé cette parcelle qu'on ne regardait pas forcément. Donc c'est la question de la densité. Mais oui, là, c'est sûr que la question économique, c'est un peu le vecteur de tous les projets. Et quand c'est pris, pas d'un point de vue économie, mais plutôt comme une valeur positive. Ouais, parce que c'est un heureux hasard et puis qui pose les vraies questions. Tous les projets, c'est les projets de demain.
c'est la densification, c'est la réutilisation. Je démonte plus. On a un musée, je crois, sur les 16 projets. Tout le reste, c'est des choses qui posent les vraies questions de demain, quoi. Le développement durable, comment je réutilise, comment je suis plus économique, comment je suis plus intelligent. Et puis ça, c'est ce qui est super différent dans le palmarès de cette DRA5 par rapport à ce qu'il y avait pu avoir avant. On a eu peut-être plus institutionnel ou des choses comme ça. Parce que là, il y a C'était la thématique qui voulait aussi ça, peut-être que... Bon, pas vraiment, ils étaient libres. Hein. Je veux dire, nous, on avait dit que c'était important de pouvoir en parler, etc. Mais là, c'est l'intelligence du jury aussi qui a. Enfin, c'est ça qu'on va faire demain et après-demain. On est dans le bon sens. On n'est pas en train de sanctifier des trucs qui ont 5 ans à la gloire de l'architecte qui nous a fait un super beau monument, etc. Quoi. On est vraiment dans l'intelligence de projet, puis c'est vers ça qu'il va falloir aller. Il n'y a plus beaucoup de choix. Yo, est-ce que vous avez été surpris de ce que vous avez dû juger? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont épaté? Justement au niveau de tous ces programmes qui étaient dans vos choix, enfin vous deviez faire des choix par rapport à des critères bien précis. Est-ce que ça, vous avez été étonné par les réponses qu'ont pu amener les architectes? Qui me frappe et qui est très intéressant. Dans beaucoup de fois, les architectes ne sont pas présents dans le projet. Et je veux ça avec une connotation de qualité. Beaucoup de fois, la qualité de l'architecture n'est pas de présenter l'architecture comme un grand geste. Et ça, c'est incroyable intéressant, dans mon opinion. Dans les projets de Saint-Maurice, Maison-Duc, dans la innovation dans la grange, l'extérieur, ce n'est pas une grande geste. Et même dans la grande projet, la ligne, la innovation, c'est incroyable et précis de faire possible, le projet peut continuer. Et ça c'est quand tu peux parler une différence d'attitude, ça c'est pour moi une différence d'attitude, mais une différence d'attitude qui générait une incroyable qualité comme un architecte. Et même quand la densification de doubler la maison, la nouvelle maison, même c'est faire comme une nouvelle construction, mais une nouvelle construction avec une attitude, une optimization of materialization, et même une attitude quite decent. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui... C'est probablement dans la sélection, mais c'est aussi quelque chose dans l'air du temps. Qui est très clair et qui m'intéresse, et qui est visible et quelquefois exceptionnel. Philippe Franière, vous avez eu le temps d'entendre tout ce qui s'est dit sur l'architecture. Vous avez amené votre regard de photographe. On va voir, c'est pas votre véritable tasse de thé, l'architecture en tant que telle. C'est pour ça qu'on vous a aussi choisi, j'imagine. Entre ce que vous faites au quotidien et ce que vous avez dû réaliser, il y a un grand gap entre les deux, ce qui a occasionné pas mal de contraintes pour vous. Comment vous êtes retrouvé dans cette aventure, Philippe Franière? J'ai reçu d'abord un coup de fil de Pierre-Alain Hugues, le coordinateur du projet, et je lui ai tout de suite répondu que c'était effectivement pas du tout mon champ d'expertise. Et il m'a dit ça tombe très très bien, c'est exactement ce qu'on veut. Et donc là, je me suis dit, oula, ça va être, c'est assez audacieux. Et donc je le remercie, je vous remercie de la confiance accordée, parce que c'était quand même c'était un double tranchant, on va dire. Et donc effectivement, j'ai une pratique artistique qui s'intéresse quand même un tout petit peu à l'architecture depuis longtemps. Mais sinon, dans ma pratique appliquée, je suis vraiment plutôt dans un univers de studio, donc je photographie des produits, des petits objets, souvent qui passent dans le creux de la main, avec beaucoup de contrôle de lumière, de position, de cadrage, donc c'est vraiment presque l'opposé. Vous avez vécu l'enfer alors? Non, j'ai vécu un très bon moment, mais plein de surprises, effectivement. Vous m'avez dit quand on a échangé par rapport à ça,
maîtrisez en général en studio quand vous faites vos photos. Là, vous aviez un temps donné qui était assez court et une luminosité qui était ce qu'elle était. Expliquez-nous. Ouais, effectivement, on avait un calendrier qui était assez tendu. Et on a dû visiter les 17 objets en quelques semaines au mois de juin. Et c'était les semaines où il faisait beau et soleil de 8h le matin, 8h le soir. C'était moche en C'était termes de... pas moche, mais disons que ça offre peu de diversité. Et donc j'ai décidé d'exploiter ça au maximum plutôt que de le subir. Mais effectivement, dans la photo d'architecture classique, on va dire, on préférait avoir le choix d'un moment, éventuellement retourner, des choses comme ça, ou d'une saison particulière. Et là, c'était pas le cas. Donc c'était effectivement une contrainte. Mais, ouais. Vous avez vécu avec Philippe, vous avez vu les clichés de votre homonyme. C'est ce que vous vouliez, c'est ce que vous souhaitiez aussi, de voir le regard de quelqu'un d'autre au-delà de ces cages d'escalier que vous avez évoquées en préambule. Comment vous avez vu les objets à travers les yeux de Philippe Franière? J'ai envie de dire qu'on a eu de la chance du début à la fin, parce qu'on a réussi à organiser un truc avec les Vaudois, je l'ai déjà dit, c'est déjà un truc incroyable. Après, on a monté un jury, il a matché comme jamais, c'est devenu une équipe de copains. Je les ai côtoyés un soir après un repas et tout, et franchement, tu vois que c'était super cool, que ça marchait bien. Puis on a fait la même chose avec les photographes, pas par bol, mais presque. C'est-à-dire qu'il y avait un critère de genre et un critère de canton à avoir. Donc il fallait un homme, une femme, un Vaudois, une Vaudoise, un Valaisan, une Vaudoise. Et puis ils ont matché ensemble aussi parce que le regard, il est complètement différent. Et puis on a eu cette chance, enfin, du début à la fin, c'est que les amalgames qui ont été faits, ils se sont construits vers en haut en se tirant toujours vers le haut. Et c'était vraiment super chouette, quoi. Et est-ce que ça a changé votre regard sur les objets qui étaient présentés et primés? Naturellement, je veux dire, ce que vous avez vu défiler avant, c'est que les dossiers que les architectes nous envoient, c'est le regard de l'architecte à travers justement ce fameux couloir, l'implantation, le machin, le petit détail d'angle et tout. Et puis, les photos qui ont été faites par Laurence et puis par Philippe, elles ne parlent pas de ça. Elle parle d'une émotion, elle parle d'un vécu, elle parle d'un détail, elle parle de milliers d'autres choses. Et c'est ça qui était super intéressant pour nous. Et puis la remarque de Pierre-Alain qui dit, si tu ne sais pas photographier l'architecture, c'est exactement toi qu'on veut parce qu'on a envie d'avoir un regard différent. On veut quelqu'un qui puisse nous parler autrement. On connaît tous la photographie d'architecture. Les bâtiments, ils sont toujours tellement beaux, tellement cric. Puis quand on va les vivre, puis on va les visiter, déjà, c'est pas la même chose. Il y a un gap souvent. Il y a un gap, naturellement. Ils sont habités, déjà. Il y a des petites voitures qui traînent par terre, il y a des traces sur les murs. C'est ce qui est assez cool, hein, parce que moi, je pense que l'architecture, si elle n'est pas habitée, c'est plutôt une œuvre d'art qu'un logement ou qu'une école ou je sais pas quoi. Et puis ces émotions, on les a quand on va visiter. Puis après, quand on envoie des photographes qui ont une manière de percevoir la chose différente, et puis qu'ils eux-mêmes la perçoivent de manière complètement différente, c'était ça qui était génial aussi. Il y avait cette dualité entre les deux. Et puis ça fait des montages qui sont excellents, quoi. C'est ce qu'on a aussi mis dans l'expo, où il n'y a que... c'est 17 planches lumineuses, c'est tout, avec le regard des deux. On n'a pas le petit livre avec, on a même de la peine des fois à savoir à se repérer. C'était volontaire aussi. Et même dans la manière de faire l'expo, on a poursuivi ça avec notre partenariat avec les DA, ce qui était chouette aussi. Et puis, sur toute la ligne, en fait, on a eu pas mal de chance, quoi. Ou du nez, ou je sais pas. Stéphanie, vous partagez ce regard de décloisonner quelque part un petit peu et puis de voir autrement, voir à travers d'autres yeux? Déjà, là, je regardais les photos parce que nous, on ne les a pas vues avant. Et elles sont très belles. Mais non, je pense que, ouais, nous, par exemple, dans notre pratique, on est aussi intéressé de travailler avec différents photographes, même si ça reste des photos d'architecture. Mais c'est vrai que par rapport à la question du regard, les bâtiments pris même par des photographes d'architecture, ils sont totalement différents, les points de vue. Et ça, c'est quand même intéressant parce que pour nous, ça nous aide beaucoup. Après, je pense par rapport à là dans les photos, parce qu'il y a des photos, on pourrait dire un peu les photos à architecture du réel. Il y avait eu un livre là-dessus où on revenait en fait, je sais pas, quelques temps après dans les bâtiments où on les prenait tels qu'ils sont, par exemple avec des gens comme nous dans la salle, qui sont en train de vivre avec les usagers. Mais là, en fait, les photos, ce que je trouve assez beau, c'est qu'elles ont vraiment un côté
artistique, quoi. Ça nous envoie vraiment dans le côté de l'art, c'est plus abstrait. Je trouve ça assez beau de raconter l'histoire comme ça, là, quand on les voit toutes défiler. Et j'ai l'impression qu'il y a même la question de la lumière, mais pas la question de la lumière comme on pourrait dire en archi. À chaque fois, je trouve ça, justement, la question de l'atmosphère, ça rejoint bien. Philippe Franière, vous m'avez dit aussi c'est compliqué de ne pas tomber dans l'objet qu'on photographie à l'intérieur, de se laisser happer par la décoration ou bien par le fait que ça soit meublé, que ça soit habité, etc. Vous avez eu quelques contraintes. Dites-nous un peu comment vous avez plutôt sublimé ça que subi. Ouais, effectivement, ça c'est une contrainte qui peut être assez forte par moment, mais on a essayé que ce soit dans le cas de Laurence ou de moi, on a essayé de la contourner, on peut dire, ou en tout cas d'en tirer parti aussi. La plupart du temps, on a visité les objets tous les deux, donc on pouvait aussi un tout petit peu s'organiser pour, on va dire, épurer le terrain s'il fallait. Mais c'est vrai que très souvent, quand on se retrouve dans une habitation, il y a la question de savoir si on documente l'architecture ou si on documente la décoration ou une manière de vivre plus que de l'architecture. Et ça peut effectivement poser un tout petit peu problème parfois. Mais je pense qu'on a réussi quand même à tirer le meilleur de ça. Vous avez joué sur les flous, sur la profondeur de champ. Comment vous avez travaillé ça? Ouais, alors ça c'était le parti pris dès le départ en fait. Il y a des codes assez établis en photographie d'architecture qui ont tendance à figer les objets. Évidemment, c'est une image, donc c'est le média qui fige, mais tout d'un coup, ça rend l'objet très autoritaire, comme ça, comme s'il y avait une manière de le montrer ou une manière de le voir. Ensuite, on communique avec cette image-là, et le résultat est qu'on a l'impression que l'objet est dans cette position, dans cet état toujours. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'appliquer des codes complètement différents des codes de la photographie d'architecture sur ces objets, à savoir souvent des profondeurs de champ très courtes, donc inclure du flou dans les images et inclure du mouvement aussi, parce que ça c'est peut-être ce qui manque aussi à l'architecture par moment. Et du coup, avec des temps de pause un peu plus longs, j'ai pu créer parfois des flous, soit avec des mouvements de caméra, soit avec des mouvements qui viennent en premier plan. Et ça génère presque plutôt on va dire une sensation. On est plutôt dans l'expérience ou la sensation que dans la description. C'était vraiment ce qui m'intéressait. Donc j'ai appliqué tous les codes en général interdits en photographie d'architecture sur les objets. Est-ce que vous pensez, Yo, que ça démocratise quelque part pour le grand public, on va parler de l'exposition, d'avoir un œil non pas architectural, mais de beauté de l'objet, de vie, etc. Est-ce que ça aide les gens à peut-être s'approprier l'architecture des architectes? Oui, bien sûr, je suis sûr de ça. Et oui, c'est la première fois que nous, Stéphanie et moi, voyons les photos, et qui est très intéressant, je pense. Et les photos font les choses visibles qui ne sont pas visibles. Et ça, c'était regardé à cette photo. C'est pour moi vraiment l'attitude et l'atmosphère de l'art. Avec cet élément ouvert, mais aussi la relation avec le jardin et le niveau. Donc je pense que c'est une sorte de couche qui est visible, qui n'est pas visible et qui ajoute un aspect très intéressant pour la grande public. Pour cette raison, je pense que c'est une attitude très intéressante. Je crois que l'endroit où ça marche le mieux, en fait, c'est dans notre partenaire Hors Parterre, où on a à chaque fois le regard croisé des deux photographes, mais il y a quand même les plans qui permettent d'avoir le texte aussi. Non, c'est plutôt Rodrigue, mais il y a des textes de Stéphanie aussi dedans. Donc il y a une compréhension à plusieurs étages ou à plusieurs échelles. Et puis c'est là que ça fonctionne super bien, parce que dans l'expo, si on se balade pas avec le petit guide à côté, des fois ça devient
vraiment de la photographie artistique. Et puis, c'est assez rigolo quand on a les amalgames, le plan avec les codes rouges, j'ai construit, j'ai démoli, j'ai fait mes machins, puis la vision chaque fois croisée, là-dedans, ça marche vraiment superbement bien, quoi. Ça a été une sacrée expérience pour vous, Philippe, de vivre ça avec des plus et des moins. Expliquez-nous comment vous avez vécu l'aventure. De manière générale, je vais dire quand même beaucoup plus de plus que de moins. Mais effectivement, il y a eu quelques objets qui étaient un peu plus compliqués à appréhender d'un point de vue photographique. Je ne sais pas si on peut peut-être passer à la plage des eaux vives, qui est un projet que j'ai trouvé. Voilà, ça commence ici. C'est un projet que j'ai trouvé particulièrement intéressant, mais surtout très compliqué à photographier. Parce qu'il est très étendu, c'est très vaste, il n'y a pas de point de vue en hauteur. Ce qui est construit, c'est vraiment très minimal. Et au fait, j'y suis retourné 2 ou 3 fois. Et je me suis dit, il n'y aura certainement pas grand-chose à en tirer. Dans les 2 premières photos, typiquement, c'est la photo d'architecture qu'on connaît. Donc ça, c'est les photographies que je n'ai pas retenues, puisque je n'ai pas vraiment réussi à en tirer une essence. Vraiment, on est presque dans la pure description. Puis au fait, au fur et à mesure de mes passages, je me suis rendu compte que ce qui faisait l'importance de ce lieu, au fait, c'était juste les utilisateurs et les usages, pas tellement ce qui était construit. Ce qui était construit, c'était ces 2 jetés en béton, comme ça, un petit aménagement de plage. Ça a l'air pas grand-chose, mais finalement, c'est comment les gens le vivent et qu'est-ce qu'ils en font. Et du coup, Et c'est ce qui ressort de vos clichés finalement, comment ils se j'ai sont gardé une appropriés. partie pétanque et une Ouais. douche, voilà. Donc, C'est bien connu, bien les connu. eaux vives, c'est la pétanque. Oui. Mais à mon avis, pour avoir vécu le lieu, c'est vraiment ce qui ressort. C'est ce qui ressortait. Vous dites un mot important, vécu le lieu, on l'a entendu chez chacun de vous et c'était une des volontés de retour dans le public. On a le sentiment que la boucle est bouclée, que le devoir est accompli. Philippe, je me tourne vers vous, Vénette, parce que chacun a pu appréhender ces espaces, a pu avoir le sentiment de vie quelque part, de retour à des fondamentaux. Est-ce que vous êtes un coprésident satisfait? Alors jusqu'à maintenant, on est des coprésidents satisfaits. Maintenant, il faut travailler là-dessus. On a le matériel pour, maintenant il faut le faire fructifier. Dans cette salle, quand j'ai 94% d'architectes, ouais, 93, c'est pas vraiment ce qu'on va atteindre notre but. Ils sont tous complètement convaincus. Ça, il n'y a pas tellement de soucis. Il n'y en a pas beaucoup qui vont crier ce soir sur les choix, etc. Ce que j'aimerais la prochaine fois, c'est avoir 50% de gens externes qui ont envie de construire une maison, qui ont envie de rénover un chalet, qui ont envie de... Et puis c'est là qu'on aura atteint notre but. C'est-à-dire que la démonstration, et là, c'est des projets qui sont intelligents, qui ne sont pas plus coûteux que d'autres, qui sont juste bien pensés et puis réfléchis par des vrais professionnels qui font un métier qui est beau et puis qui nous permettent d'avoir des émotions qui sont différenciées que d'avoir un plan stéréotype HLM qui... Voilà, quoi. Et puis ça... La DRA5, c'est aussi une exposition. Les Arsenaux vont l'accueillir prochainement, le 15 novembre. C'est aussi la possibilité d'aller voir les objets sur place, de les visiter. Il y a une installation sonore qui a été faite sur certains projets. Ça, c'est aussi faire le lien avec le public et peut-être l'encourager à découvrir. C'était indispensable à vos yeux. Alors, on a déjà fait le lien avec l'école parce que naturellement il fallait pouvoir partager un peu le gâteau entre les écoles vaudoises, les écoles valaisannes et tout. Alors, nous, on a pleuré un peu plus au début en disant nous, on n'a pas beaucoup d'écoles et tout. Laissez-nous moins faire avec les DA le truc, ce qu'ils ont accepté. Après, on a dit ouais, puis on n'a pas grand-chose. Alors, c'est quand même Culture Vallée qui a fait toute la com, la médiation et tout. Puis pour finir, on a dit bon, on a à peu près tout fait, donc c'est assez cool. Et puis, on s'est approprié un petit peu ça comme ça. Mais c'est notre partenaire naturel. C'est vrai qu'on n'a pas d'école d'architecture en Valais, donc c'est aussi plus difficile. Le soir, quand vous allez au Café de la Grenette et tout, on n'a pas des jeunes étudiants architectes qui débattent sur un projet. Hein. C'est soit des architectes qui sont déjà là, ou soit ils parlent d'autres choses, de génie rural, de je sais pas quoi, de trucs chimiques ou sanitaires. C'est un peu les écoles qu'on a. Et c'est un problème.
parce que c'est un problème éducatif, c'est un problème de société pour nous. Hein. Là, demain soir, il y a la même conférence à Lausanne, on n'aura pas les mêmes débats. Ils ont une EPFL, ils sont proches des HES de Fribourg, de Genève, etc. Donc pour nous, le fait de ne pas avoir d'école, c'est quand même une certaine carence pour pouvoir faire ce débat. Rien qu'on parlait au Café du Commerce. Donc c'est pour ça que maintenant on a les supports, puis il faut qu'on continue à discuter. Lors du 15 novembre, quand il y aura le vernissage, on aura aussi nos autorités politiques qui vont venir, etc., dire tout le bien qu'elles pensent de ce qu'on a fait comme travail. C'est pas ça qui est intéressant, c'est que si on a choisi un site comme la médiathèque, c'est qu'il y a tellement de passages que les gens vont voir ça, et puis qu'il faut qu'ils puissent s'immerger là-dedans, et puis qu'ils prennent le bouquin, puis qu'ils prennent l'autre qui l'accompagne, puis voir ce que c'est, etc. Puis c'est comme ça qu'on va gentiment atteindre nos buts. Je voulais vous poser la question, Stéphanie. Quel est l'impact finalement pour les personnes qui reçoivent une distinction quelque part, qui ont été choisies? Vous-même, dans certains projets, vous avez reçu des prix. Est-ce que ça change? Est-ce que ça fait une différence pour la suite du métier d'architecte pour les personnes qui ont été reconnues par votre jury? J'espère. Quoi, non. En tout cas, je pense déjà pour les architectes, c'est quand même important même d'avoir une reconnaissance, même si c'est pas grand-chose, mais comme c'est un long fleuve, pas forcément tranquille, à la fin, ça fait toujours plaisir, je pense, pour les équipes. Et après, ça reste un prix comme un prix, quoi. C'est comme les notes. Ils ont un cube en bois. Voilà, mais bon, c'est tout. Mais oui, quoi. J'espère que, forcément, quoi, quand même dans de la visibilité, on s'interroge. Oui, c'est important en fait. Ça ouvre. Je ne sais pas si ça amène plein de projets, mais en tout cas de la visibilité pour le projet. Et aussi, c'est un moment de mettre un highlight sur des agences qui produisent des bonnes choses. Donc, il n'y a pas que le projet, mais de regarder aussi ce qu'ils font à côté, etc. Philippe Franière, est-ce que vous allez vous lancer dans la photographie d'architecture? Je pense pas. Ça a été une belle expérience Oui, non, pour c'est une vous. super Voilà. expérience, très riche. Mais vous en restez là. Et je reste là, disons, si les conditions sont similaires, ou il y a une carte blanche, ou Voilà, après, c'était ça l'intérêt aussi pour vous C'était ça d'expérimenter. Est-ce que ça a changé votre regard sur l'architecture? Est-ce que vous regardez différemment les choses depuis cette expérience? Et alors ça, c'est une bonne question. Non, je pense que j'ai le même regard. Par contre, si j'étais amené à en refaire, je pourrais évidemment anticiper des contraintes que j'ai pas forcément vu venir cette fois-ci. Mais non, ce qui était surtout riche, c'était de pouvoir visiter les objets avec les architectes quand ils étaient là, quand ils étaient disponibles. Ça pouvait effectivement changer le regard sur les objets. Yo, est-ce que ça va aussi peut-être changer votre manière de transmettre à vos étudiants d'avoir fait partie de ce jury? Je ne sais pas. Probablement oui, mais c'est pour moi riche de voir. Bien sûr, j'ai un regard de Belgique et être à EPFL, mais ça fait pour moi une vue qui est plus riche de qualité de qui est ici. Ça, c'est juste, ça, c'est correct. Donc, sa question, oui, bien sûr. Et ça, c'est très intéressant de voir. Et ça fait une plus riche qualité. Et même pour ajouter pour la question pour Stéphanie, la recognition pour les architectes, nous sommes toujours très proches à notre projet. Quand c'est fini, c'est toujours quelque chose qui reste dans notre corps. Et donc, une appréciation, c'est toujours très agréable, je pense. Est-ce qu'on Publié, je sais plus, 100 000 exemplaires ou quelque chose comme ça. Ça change le carnet de commandes peut-être? Bon, ça ne change pas forcément le carnet de commandes, mais ça permet au moins d'exister. Parce que le compte Instagram, c'est sympa, mais si tu n'as pas de followers, celui-là, il va au moins être diffusé à peu près partout, et puis les gens vont le voir, quoi. Ouais. Est-ce que j'ose vous proposer de continuer la discussion avec les intervenants dans le bâtiment autour de
d'un petit verre et de quelques choses à grignoter. Je me permets juste de vous rendre attentif. On est dans un bâtiment qui est sous alarme, donc si vous voyez des boutons, vous ne pressez pas dessus. La sortie, elle se trouve du côté de Pratifori. Ça sera ce côté-là qu'il faudra emprunter quand vous quitterez le bâtiment, mais on vous indiquera. Mais vraiment, la porte rouge qui sera... c'est non. C'est rouge, c'est non. C'est les architectes qui ont mis ça. Donc voilà. Merci. Merci.